Hello, aujourd'hui on retrouve Solène qui est rédactrice web SEO et donc du coup je vais t'inviter à la découvrir. On va pouvoir parler de son parcours, de comment elle est arrivée dans l'entrepreneuriat et d'un petit peu plein de petites choses qui lui sont arrivées au fil du temps pour que tu découvres ses coulisses et que tu puisses t'en inspirer vraiment dans une ambiance good vibes. Donc du coup Solène, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es. Yes. Donc moi, je suis rédactrice web, SEO, effectivement, en freelance depuis 5 ans. Je suis spécialisée particulièrement sur les thématiques du tourisme et de la gastronomie, tout simplement parce qu'en fait, avant d'être rédactrice web en freelance, j'ai étudié et travaillé dans le secteur du tourisme. Donc c'est un secteur qui me parle depuis toujours et avec lequel j'ai un peu une expertise, quoi. Donc quand j'ai décidé de me lancer en freelance, je me suis dit que c'était plutôt ingénieux de miser sur les appétences et les compétences que j'avais déjà, plutôt que de partir totalement de zéro. C'est hyper intéressant parce que, en fait, il y a plein de gens qui, au contraire, ont tendance à complètement cutter, à laisser de côté tout ce qu'ils faisaient avant, alors qu'au contraire, toi, tu as utilisé ton expertise. Et en plus de se spécialiser justement dans un domaine comme celui-là, ça fait que va y avoir déjà plus de confiance parce que déjà, le tourisme, c'est déjà assez large. Et donc, du coup, de pouvoir avoir des spécialités, je sais que le SEO, typiquement, tu t'es formé aussi sur l'approche locale. Et donc forcément, par rapport au tourisme, ça va pas être les mêmes choses que pour un prestataire de services en ligne, quoi. Ah, c'est ça. Et déjà, le fait de se lancer en freelance, il y a tellement de nouveaux trucs à apprendre. Et même en rédaction web et SEO, j'avais aussi plein de choses à apprendre parce que même si j'avais des appétences et des compétences là-dedans, j'étais pas non plus à 100% là-dedans. Donc, j'avais un profil assez polyvalent. Donc, déjà, rien que par le métier et le statut, il y avait tellement de choses à apprendre et à comprendre que du coup, le fait d'avoir, comme tu dis, de rester un peu dans les choses que je connaissais faisait que tu gardes quand même un peu la confiance sur certains trucs, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à passer vraiment à l'entrepreneuriat vu que, enfin, par rapport à ce que tu faisais avant? Ben moi, en fait, à la base, c'était pas du tout une volonté de devenir freelance. Et au contraire, tu vois, parce que du coup, moi, j'ai fait un cursus scolaire vraiment 100% tourisme. J'ai fait un BTS tourisme, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Animation et gestion touristique locale. Et après, j'ai fait une licence e-tourisme, donc euh, communication digitale spécifique au tourisme. Et parce qu'en fait, vraiment, à la base, je voulais travailler dans le tourisme et quand j'ai étudié, j'ai compris que j'aimais bien la communication de manière générale. Donc, je me suis un peu plus spécifiée là-dedans. Mon rêve aurait été à la base de devenir chargée de communication dans un office de tourisme. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai travaillé dans une entreprise assez connue qui s'appelle Gîtes de France, dans une antenne départementale, parce que j'ai fait mon apprentissage là-bas et du coup, finalement, je suis restée pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, en fait, je suis partie pour voir d'autres choses. Et j'ai été au chômage. Et pendant que j'étais au chômage, il y a le fameux Covid qui est arrivé et le confinement. Et bon, j'étais en recherche d'emploi au moment où c'est arrivé. Et déjà un petit peu avant le confinement, en fait, je travaillais des fois dans des cafés. Enfin, j'allais travailler dans des cafés pour faire mes recherches d'emploi, etc. Et j'ai rencontré en fait par hasard une propriétaire de gîte que je connaissais de mon ancien travail, du coup, qui m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à ça, par rapport au fait de devenir freelance, parce que je lui disais que je voulais être chargée de communication. Et je cherchais un poste de chargée de communication, mais je n'arrivais pas à en trouver parce que le marché de travail était assez tendu sur ce type de poste. Euh, voilà, il y avait beaucoup de demandes, très peu d'offres. Donc c'est là qu'elle m'a dit, bah, tu devrais devenir freelance et tout, comme ça tu pourrais travailler avec n'importe qui, je suis sûre qu'il y a des besoins et tout, machin. Et donc j'étais en mode, non merci, clairement, j'ai pas envie. Et ça faisait écho d'ailleurs à quelque chose que j'avais déjà constaté quand j'étais en études supérieures, parce que moi j'avais des camarades de classe qui se lançaient en freelance et moi j'étais là genre mais jamais je pourrais faire ça, c'est trop peu de structure pour moi, c'est pas possible, j'ai besoin d'avoir un cadre et tout. Et donc là pareil, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit mais je veux absolument pas devenir freelance, je suis trop jeune, alors que j'avais 25 ans, 26 ans. Je suis pas assez compétente, enfin, toutes les barrières qu'on peut avoir, quoi.
Et, et puis, j'en ai discuté avec une ancienne collègue des Gîtes de France aussi, qui, elle, s'était lancée en auto-entrepreneur aussi pour faire, elle, de la qualité, enfin, de la référence qualité, quoi. Donc, euh, visiter les gîtes pour vérifier qu'ils correspondent bien au cahier des charges et tout ça. Et donc, elle était devenue freelance, puis elle me dit, mais non, mais tu peux le faire, au pire, ça te coûte rien, etc. J'en avais discuté avec une autre copine qui n'a rien à voir avec le tourisme, qui était graphiste. Pareil, il m'avait beaucoup rassurée. En fait, au fil de ces discussions et le fait d'être en confinement, ça m'a poussé à la réflexion sur ça. Et donc, pendant le confinement, j'avais rien d'autre à faire que me renseigner. Donc, du coup, j'ai pris ce temps pour un peu regarder, m'informer sur le statut de freelance, voir quels étaient un peu les besoins, comment faire pour se lancer. Et puis aussi réfléchir à, OK, si je veux me lancer en freelance, très bien, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, parce que c'est pas juste se lancer en freelance. Et à ce moment-là, j'avais pas encore décidé d'être rédactrice web, tu vois. Donc, en fait, je me suis posée sur, bon, j'étais chargée de communication dans le tourisme, qu'est-ce que j'aimais faire? Et en fait, finalement, la rédaction web est venue assez naturellement parce que j'aimais faire ça quand j'étais chargée de communication. Et en plus, je le faisais bénévolement avec cette copine freelance qui avait un blog, qui tenait un blog City Guide sur La Rochelle, là où j'habite. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait que petit à petit, en fait, la réflexion, elle a mûri. Et finalement, à la fin du confinement, vers la fin du confinement ou après, juste après le confinement, je me suis finalement lancée et j'ai créé mon entreprise. Voilà un petit peu le cheminement. C'est hyper intéressant de voir que c'était pas pour toi l'objectif de base, tu vois. Parce que, en fait, c'est une histoire qui revient quand même assez souvent. Puis même moi, enfin, je m'étais dit qu'un jour, je me mettrais à mon compte, mais pareil, je me suis lancée pendant le Covid parce que j'en avais marre de faire des allers-retours entre la France et la Suisse où ça devenait compliqué de franchir la frontière. Et en fait, c'est un peu le moment qui a fait que on se lance et c'est intéressant de voir aussi le temps que tu as mis sur la réflexion parce que je vois plein de freelances qui lancent un petit peu à l'arrache et toi au contraire tu as pris le temps vraiment de te questionner, de dire ok, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes compétences, où est-ce que je peux aller, etc. Et par rapport à beaucoup, j'ai vraiment l'impression que tu as un parcours un petit peu plus construit, tu vois, dans Mm. le fait d'ouvrir ta boîte, de te mettre à ton compte. Et je sais aussi que au niveau de la rédaction, t'es tout le temps en formation. T'es pas Ouais. vraiment pas quelqu'un qui va se dire ok bah voilà, je suis lancé, j'ai des clients, ça le fait. Je sais que tu cherches toujours à approfondir justement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant en fait, le fait de se dire que bah nos métiers évoluent. Et Oui. Après, on va pas se mentir, c'est sûrement aussi un petit manque de confiance, hein. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais pas eu une opportunité à laquelle je devais répondre, j'aurais sûrement mis encore plus de temps à réfléchir, tu vois. Ce qui m'a fait passer à l'action, c'est aussi le fait que à ce moment-là, j'avais un ancien collègue qui m'avait parlé d'une opportunité et du coup, il fallait que je fonde un devis. Et donc je me suis dit bon il faut que je lance le truc parce que sinon, je peux pas le faire quoi. Donc let's go, on y va quoi. Mais sinon, j'aurais sûrement réfléchi encore longtemps. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de j'ai pas trop confiance en moi, et notamment parce que le dernier poste que j'avais quitté, ça s'était pas forcément hyper bien fini. Donc, du coup, il y avait ce petit truc aussi de confiance qui est toujours là, où tu te dis, bon, j'ai besoin de me former pour me sentir légitime, tu vois. D'ailleurs, au moment où je me suis lancée, j'avais pas de formation en rédaction web, c'était juste purement de l'appétence, tu vois. Et forcément un peu de compétences, parce que dans mon cursus scolaire, j'avais quand même appris à rédiger des articles. Et dans mon entreprise salariée, où j'étais salariée, j'avais aussi appris à travailler sur de la rédaction web, etc. Donc j'avais quand même par-ci par-là eu des piqûres de formation, on va dire, mais c'était des programmes assez éphémères, on va dire, et très rapides. Donc, voilà. Et clairement, quand tu vois comment j'écrivais pour le web au moment où j'étais salariée et maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Donc, preuve que on a toujours des choses à apprendre et à améliorer. Et pourquoi je disais ça? Parce que, oui, donc voilà, parce que du coup, je continue de me former. Donc, au départ, j'avais pas de formation en rédaction web et c'est au bout de 2 ou 3 ans seulement que j'ai fait la formation en rédaction web pour me dire, bon, en fait, j'ai besoin de me sentir plus légitime, donc je vais faire cette formation pour valider un peu ce que j'ai acquis, quoi, et voir si j'ai des choses que j'ai pas encore acquis et que j'ai besoin de comprendre et d'apprendre pour aller plus loin, quoi. Donc, c'était aussi beaucoup pour me rassurer que je me forme au quotidien.
Là, c'est un peu plus dans l'optique d'aller plus loin et de proposer des compétences plus stratégiques, tu vois. Mais au départ, c'était quand même plus pour me rassurer, quand Mais cette notion de la légitimité, en vrai, je pense on se la pose tous. C'est vraiment le truc de se dire, ok, maintenant, je gère seule. Et parce qu'avant, on avait un patron. Si on faisait des erreurs ou qu'on faisait des mauvais choix, etc., ou même des choix tout court, il y avait un challenge derrière où on pouvait brainstormer ensemble, etc. Là, on doit même. tout faire seul et on se dit, ouais, mais je peux pas me planter parce que mon client me paye. Et donc, du coup, il faut qu'il soit satisfait. Et donc, on a cette trouille. Après, moi, je suis assez fonce dedans. Et j'avoue Ouais. que si j'ai pas des compétences, ça peut m'arriver. Alors, je sais que je peux les acquérir très vite, hein. Sur des compétences que je sais que j'aurai jamais, je vais pas les vendre. Mais ça m'est déjà arrivé de vendre quelque chose où j'avais pas totalement les compétences. Et donc, du coup, quand je signe le devis et que je reçois la compte, que la compte parte dans le paiement d'une formation. Ouais. Mais après, moi aussi, ça m'est arrivé. Mais par contre, je suis méga transparente là-dessus, tu vois. Ouais, par Moi, je contre, suis je vais pas. dire à mes clients que, bah voilà, j'ai jamais fait, etc. Typiquement, j'ai une cliente qui me dit, qui vient avec un Kajabi et qui me dit, bah voilà, j'aurais besoin de mettre une formation dessus. Je dis, bah, je suis sur d'autres plateformes de formation, donc ça fonctionne à peu près pareil. Par contre, Kajabi, j'y ai jamais testé. Euh, Si t'es d'accord, on fait une bêta. Je te fais un prix intéressant, mais je le fais pas gratuitement non plus parce qu'il y a ça aussi, où des fois dans cette légitimité, je vois beaucoup de gens aussi faire beaucoup, beaucoup de gratuit. Mm. Moi, je fais pas de gratuit, mais en tout cas, ça m'arrive, par exemple, de faire un test gratuit d'un contenu, d'un article ou quoi. Mais dans l'ensemble, je fais pas forcément de gratuit. Mais par contre, je sais que j'ai encore un travail à faire sur mes tarifs, tu vois. Je sais que j'ai réalisé seulement récemment qu'au final, si on fait le calcul, j'ai quand même presque 10 ans d'expérience dans le tourisme, la communication. Et bah, je l'ai absolument pas monétisé, entre guillemets, dans le sens où moi, je vais plutôt me dire, bah, j'ai que 5 ans d'expérience en rédaction web, en fait. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres. Mais non, mais en fait, si tu prends le global, mon expérience dans le tourisme, dans la communication et tout, bah, elle est valable, elle est légitime et elle pèse dans le game, quoi. Ah mais clairement, et même si à un moment tu décidais d'accompagner une autre cible, tu vois, ton expérience en communication et en rédaction resterait la même. Et ça, c'est quelque chose où des fois on se dit, ah oui, mais je faisais pas exactement ce métier-là avant, mais au final, ça participe. Et le fait que potentiellement avant tu fait ça, fait que tu as des notions aussi stratégiques, tu vois, qui vont au-delà de la rédaction. Et donc du coup, qui ont une valeur qui est aussi énorme que quelqu'un qui a fait que purement de la rédaction. Parce qu'on a plein de skills autour, en fait, qu'on Ouais, n'utilise c'est pas. clair. Et en fait, on les utilise, on les intègre intuitivement en tant que conseil, mais on les fait pas payer. Ouais, c'est clair, exactement. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à créer mon accompagnement, tu vois, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais au départ, je faisais vraiment principalement des prestations de rédaction web, donc rédiger des articles, des pages web, etc. Mais plus ça va et plus j'essaye d'être dans l'accompagnement et dans la stratégie. Et c'est aussi du coup pour ça que j'ai créé cet accompagnement, c'est parce qu'en fait, bah, je passais beaucoup de temps à échanger avec les gens, donner des conseils, etc. Je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, il faut que je me fasse payer pour ça parce que ce temps, il est précieux. Et donc, je passe beaucoup de temps et les gens, ils sont contents. Donc, il faut faire quelque chose avec ça, tu vois. Et puis il y a des notions de valeur. En fait, les gens, quand tu donnes du gratuit, ils vont pas lui donner la même valeur que s'ils le payent. Alors qu'au final, toi, tu vas donner la même chose, hein. Même si potentiellement dans le payant, tu vas aller un petit peu plus loin. Mais en fait, la qualité de tes conseils, ton expérience, elle va être la même. Mais moi, j'ai vraiment vu une différence là-dessus, où il y a des choses, je les ai monétisées et j'ai eu des résultats où les clients s'engagent plus aussi. C'est que tu leur Mhm. donnes des conseils, mais vu qu'ils payent, ils se disent, bon, bah, faut vraiment que je le passe en application, en fait. C'est pas juste un conseil que je reçois et qui reste dans la boîte. Ouais, carrément. Parce que je pense que tu vois ça aussi dans ton accompagnement, c'est faire passer les gens à l'action, où tu as le passage de la prestation de service où tu fais à leur place, et donc du coup, bah, tu es sûr que ça va être fait. Et donc l'accompagnement où tu as des notions pédagogiques aussi à faire rentrer en place. Et c'est Ouais, intéressant de c'est voir clair. qu'au fil des années, tu l'intègres. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, bah, après, c'est aussi, dans un sens, j'ai aussi pas le choix, tu vois. Parce que avec l'intelligence artificielle, tu peux plus être juste un rédacteur web qui fait qui exécute, tu vois, qui rédige bêtement. Parce que l'IA, elle le fait très bien maintenant, plus ou moins, hein. Bon, je suis un peu plus nuancée, mais il y en a qui pensent que l'IA le fait très bien. Et du coup,
bah, j'ai clairement vu une baisse des demandes perso suite à l'apparition de ChatGPT, par exemple. Et du coup, il faut rebondir, tu vois, et se dire, bon, bah, en fait, qu'est-ce que je peux apporter de plus que l'IA? Et du coup, ce que je peux apporter de plus, bah, c'est ce conseil, cet accompagnement, ce côté humain. Et, euh, et c'est pour ça que depuis un peu plus d'un an, j'essaye de travailler plus sur le côté stratégique, mettre plus de stratégie dans mes actions et dans ce que je peux proposer comme service, tu vois. Et puis l'IA, c'est toujours un sujet qui est très controversé malgré tout. Après, moi, je suis assez nuancée et je trouve qu'il y a beaucoup de bien. Mais pour moi, les gens qui sont en mode une IA va remplacer par exemple un rédacteur, si t'as pas de compétences métiers, si t'as pas des notions vraiment sur le sujet, et le SEO en plus c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, mine de rien, il y a plein de pans à l'intérieur. Oui, tu peux faire des premiers articles avec ChatGPT. Après, est-ce qu'ils seront vus et référencés? Ça, c'est un autre sujet. Donc pour moi, Tout à c'est fait. la même chose. C'est quel est l'équilibre, mais les gens aiment les raccourcis et comprennent pas forcément les enjeux Bah, c'est stratégiques. ça. Moi, j'ai eu plusieurs fois des demandes où on me dit, bah, comme tu rédiges avec l'IA, ça te prend moins de temps, donc tu le fais moins cher. Bah non, parce qu'en fait, apprendre à maîtriser l'IA, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande des compétences, ça demande de l'expertise. Donc même si j'utilise l'IA, ça va rien changer, quoi. Et puis surtout que moi, ça m'arrive de l'utiliser, l'IA. Tu vois, au départ, j'étais un peu catégorique en mode non, c'est de la merde, je ne veux pas utiliser ça. Mais en fait, la réalité, c'est que tu es obligé d'y passer parce que sinon, t'es has-been, quoi. Enfin, tu passes à côté d'un truc et les gens, ils vont finir par te dépasser. Je pense que c'est la réalité. Et, euh, et du coup, ça m'arrive de l'utiliser, mais quand bien même je l'utilise, c'est un outil. C'est comme si on me disait, bah, en fait, tu utilises Antidote pour corriger tes articles, donc tu vas plus vite, donc tu payes moins cher. Bah non, c'est pas, c'est juste un support qui m'aide, quoi, mais ça va pas me faire prendre moins de temps sur la correction, en fait. Au contraire, grâce à l'outil, je vais même vérifier plus de choses, donc je vais y passer plus de temps, tu vois. En fait, tu vas gagner du temps sur du purement opérationnel pour Oui, mettre plus de temps sur la stratégie. Ce qui fait qu'au mm, final, tu mets le même temps, mais tu as une prestation qui est plus aboutie. c'est clair. Exactement. Donc, Surtout qu'en plus, moi, je passe, enfin, tu vois, genre, je suis pas forcément satisfaite des contenus qui sont fournis par l'intelligence artificielle. Et du coup, bah, derrière, je vais reformuler, je vais ajouter plus d'émotions, je vais retravailler le texte. Enfin, tu vois, genre, et du coup, au final, tu passes du temps à retravailler ce qui est pondu par l'IA. Donc, tu passes pas forcément moins de temps, en fait. Des fois, tu passes même plus de temps que de partir de zéro, au final. mm. Et puis, enfin, il y a tellement de choses. Et moi, je sais que pour mes articles de blog, des fois, j'utilise pour avoir des vocaux, en fait. J'ai beaucoup de masterclass, de vocaux, etc. Pour faire une première structure d'article sur... Mm. moi, je suis pas sur ChatGPT, je suis sur Claude. Mais Oui, moi cette aussi. première structure, ça va me permettre de vraiment dégrossir. Mais comme tu dis, en fait, il y a forcément des trucs à aller retravailler dedans parce que va y avoir plein de petites erreurs. En fait, il n'est pas nous et il y a plein de connaissances, même si c'est des bases de données marché qui sont assez impressionnantes et on peut la challenger. Il y a aussi plein de petites coquilles et ça, des gens qui ont juste envie d'aller vite les laissent passer. Et du coup, ça se voit. Quand les gens me disent l'intelligence artificielle, de toute façon, on crame ça à 10 000. Pour moi, c'est que il n'y a pas eu un bon boulot de fait à l'origine, en fait. Parce que on Mais utilise puis tout tous des comme on choses. dit, ouais, si tu utilises tel terme ou tel terme, c'est forcément de l'IA. Bah non, en fait, il y a des termes que moi j'utilise et pourtant j'utilise pas toujours l'IA, tu vois. C'est juste l'IA, elle s'appuie sur le langage forcément qu'on a utilisé à un moment donné, tu vois. Donc c'est pas parce que il y aura telle formulation ou telle formulation que c'est forcément de l'IA aussi, tu vois. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a, moi j'ai pas eu le cas, mais je sais qu'il y a des rédacteurs web que je connais ou des rédactrices web que je connais où ils ont passé les textes qu'elles ont fait dans un détecteur d'IA et où il y avait marqué que 50% du texte était de l'IA alors qu'elle l'avait fait 100% en solo, sans IA. Et du coup, ça montre aussi que les outils, ils sont pas infaillibles et que ça veut rien dire, quoi. C'est pas suffisamment fiable pour faire 100% confiance, quoi.
Ah bah de toute façon, c'est toute une question de nuance. Et là, on parle d'IA, mais dans tout le business, c'est pareil. Tu parlais des tarifs avant, tu parlais de l'évolution de tes prestations, etc. Et bah, en fait, au fil du temps, en plus là, je trouve que actuellement, ça va très très vite. Là, en un an, les révolutions IA, elles ont été énormes. Ce qu'on pouvait faire avant, on avait toujours des résultats aléatoires, il fallait y passer beaucoup de temps. Maintenant, on y passe moins de temps. Il y a plus d'automatisation qui vient aussi à l'intérieur. Et donc, du coup, bah, comme tu dis, il faut réussir à s'adapter tout en restant en raccord avec son éthique personnelle. Et ça, bah, c'est justement très personnel à chaque fois. Bah ouais, c'est clair. Et mine de rien, tu vois que les gens, alors, je pense qu'il y a deux parties. Il y a ceux qui ont se dit, ouais, qui disent, ouais, c'est génial et qui continuent d'utiliser parce que bah, ils sont un peu plus dans le truc, ça me fait gagner du temps, c'est génial. Et à l'inverse, il y a ceux qui se sont dit, waouh, c'est génial. Et puis en fait, avec le recul, au bout d'un an, ils se disent, ouais, mais en fait, bah, ça ressemble quand même un peu à tout le monde, quoi. Donc, et Mm. qui reviennent un petit peu à faire appel à des prestataires pour la rédaction parce qu'ils se rendent compte que finalement, il y a une uniformisation des contenus. Parce que tout le monde utilise l'IA, quoi. Ouais, puis c'est quand même une charge mentale aussi à gérer, parce que si tu le fais toi-même, du coup la stratégie, il faut que tu la fasses toi-même, et même si tu utilises l'IA, il y a des notions que t'as pas, et ce qui fait qu'au final, le temps c'est de l'argent, et donc du coup si tu passes 4 heures à rédiger ton article, bah au final, soit tu fais le choix et parce que t'aimes ça, soit ces 4 heures-là, en fait, t'as meilleur temps de faire une prestation client, et donc du coup d'avoir un prestataire qui fait ce que t'aimes moins à ta place, et donc du coup c'est toujours ça. En plus, toi, dans le tourisme, tu travailles pas, je pense, tant que ça avec des solopreneurs, il doit y avoir pas mal d'entreprises. Donc, Ça dépend parce que, tu vois, ah ouais? je travaille beaucoup avec des propriétaires de gîtes, par exemple. Donc, du coup, Ok. c'est plus des solopreneurs ou des travel planners. C'est aussi des solopreneurs, du coup. Donc, j'ai eu pas mal de clients comme ça. Après, oui, j'ai quand même des deux, tu vois. Effectivement, j'ai aussi des entreprises, des grosses entreprises, des plateformes, ce genre de choses. Donc, franchement, je pense que si je fais la part, il faudrait que je regarde, mais si je fais la part, je pense que j'ai moitié-moitié en vrai, hein. Ok. Ah ouais, donc forcément, oui, ça joue et ça joue aussi, je pense, sur l'accompagnement que tu proposes. Ah, c'est ça, l'accompagnement. Au final, j'accompagne pas des entreprises, j'accompagne plus Mm. des solopreneurs qui n'ont pas forcément les compétences en marketing ou tout ça, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais créé cet accompagnement. C'était pour pouvoir m'adapter aussi aux personnes qui n'ont pas forcément du budget, tu vois. C'est-à-dire que je leur apprends à faire tout seul pour qu'ils puissent se débrouiller. Là où des entreprises, en général, elles ont une équipe de marketing et que c'est plus pour déléguer un surplus d'activités qui vont avoir besoin de moi, tu vois. Ouais, puis au-delà du budget, je trouve que dans les solopreneurs, il y a quand même une vraie envie d'apprendre. Moi, je le vois dans la communauté. Il y a une vraie envie de pouvoir se former, de comprendre comment fonctionnent les choses pour, Oui. plutôt que de payer une prestation une fois, en fait, comprendre le vrai sens, vraiment le fonctionnement en détail pour pouvoir l'appliquer sur la durée, plutôt que bah, de faire appel à un prestataire en one shot, après de plus avoir le budget et de se retrouver au final plus poursuivre les actions. Complètement. Et je pense qu'en tant que solopreneuse toutes les deux, il y a aussi ces réflexions-là de se dire, bon, bah, peut-être là, j'ai meilleur temps de me former, Ouais. ou là, c'est Ah, un mais c'est clair. one-shot, j'ai meilleur temps de déléguer, j'ai juste la flemme. C'est exactement ça. Je sais pas si t'es comme moi, mais il y a des choses, des fois, genre vraiment, je sais que je pourrais me former, mais sincèrement, c'est trop de charge mentale, et donc du coup, je préfère le déléguer, surtout si c'est un truc qui est vraiment temporaire, où j'ai besoin pour 2-3 heures dans un mois spécifique, je préfère le déléguer. Bah ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, genre, par exemple, là, je dois faire une refonte de mon site web. Tout le côté technique de savoir comment ça fonctionne, si tu veux travailler sur un environnement de test et tout, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je rédige, c'est très bien. Donc, je sais que sur ça, il faut que je fasse appel à quelqu'un plutôt que de réfléchir pendant des heures à comment ça fonctionne, quoi. Franchement. Mais après, à chaque fois, c'est toujours des choix et il y a des choses où j'ai fait du code quand j'étais en agence de com. Donc, dans l'idée, je pourrais continuer de développer des sites internet. Mais typiquement, tu vois, c'est le genre de choses où j'ai une partenaire maintenant. Je ne gère plus que la côté stratégie et création. Je ne gère plus le développement parce que pas l'envie de faire ça. Et du coup, sur le côté technique, je comprends parce que aujourd'hui, je trouve que malgré tout, on a cette facilité de l'intelligence artificielle, mais du coup, on a de plus en plus de technicité aussi qui arrive. Parce que bah, c'est hyper concurrentiel le marché, quoi. Ouais, c'est clair.
Je pense qu'on revient 10 ans en arrière. J'ai interviewé des entrepreneuses et elles le disaient clairement que, il y a 10 ans, c'était pas la même chose, c'était plus facile pour trouver des contrats. Mm. Bah, j'imagine ouais, que de toute façon, avec le Covid, justement, ça a explosé, quoi, le nombre de freelance et tout ça. Et puis en rédaction web, en plus, je pense il me semble, en tout cas, quand j'avais regardé la dernière fois, c'était le cas, que c'est le métier le plus représenté en freelancing. Alors, le top 3 ça doit être rédacteur web, graphiste et community manager, un truc comme ça, quoi. Ouais, Donc, graphiste, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'ai intégré vraiment à fond la partie stratégie, où ça, il y en a beaucoup moins. Parce que bah, j'ai eu l'expérience grand compte, tu vois, justement, où oui, j'ai pas une formation purement marketing, mais en fait, avec ce que je faisais en agence, au bout d'un moment, j'ai dit fuck le syndrome de l'imposteur. Allez, va-t'en, ouais, c'est clair. va-t'en, parce que, en fait, bah, si j'ai accompagné des grands comptes, globalement, pour des solopreneurs, je peux le faire. Mais il y a cette peur de faire tout seul et en fait, il y a aussi de gérer tout un business en dehors de nos compétences, parce que là, on a parlé beaucoup de métiers, euh, de prestations, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour à gérer. Et du coup, un petit peu comment toi, tu répartis tout ça? Euh, je pense qu'il y a grosso modo, pardon, moitié-moitié en fait. Moitié prestation, client, tout ça, et moitié la vie, le business. Donc, ouais, et puis après, dans cette moitié business, on va dire, bah, il y a tout ce qui est prospection, communication, les échanges, les interactions, forcément la gestion, l'administratif, ça quoi. C'est Au une départ, fausse je voulais croyance. répartir en mode, quand j'avais fait mon calcul de TJM, etc., je voulais répartir en mode 60-40, un truc comme ça. Ou 70-30, je sais plus. Et en fait, bah, tu vois, genre là, j'ai bientôt 5 ans de recul, du coup, et je me rends compte que clairement, non, en fait, c'est moitié-moitié, quoi. Je suis dans le même cas et j'en ai plusieurs aussi avec qui j'ai échangé. Et 50-50, je trouve vraiment pour moi que c'est le bon dosage parce que ça te permet aussi de faire évoluer tes business. Ça te permet de pouvoir bah, justement augmenter tes tarifs parce que tu vas te former, parce que tu vas réfléchir à ta stratégie, parce que tu vas travailler ton positionnement, tu vois. Au-delà de juste être le nez dans le guidon. Ma première année, j'ai fait que de la presta client sans jamais lever la tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un problème dans mes tarifs et la gestion de mon temps là. Bah oui, mais moi, c'est pareil. Et là, je suis un peu dans ce truc-là, tu vois. Justement, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais c'était un de mes objectifs de fin début d'année de retravailler tout mon TJM, mes tarifs, etc. pour augmenter parce que clairement, quand je vois cette année, il y a plein de missions sur lesquelles j'ai travaillé où j'étais pas suffisamment rentable, mais parce qu'en fait aussi, j'ai rajouté des choses dans mes prestations sans forcément sur-augmenter mes prix, quoi. Donc là, maintenant, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que Après, c'est pas possible. tu l'as expérimenté. Souvent, il y a besoin aussi d'expérimenter, tu vois, avant de savoir quel prix, etc., on peut mettre. Et parce qu'il y a la différence entre notre rentabilité personnelle et la valeur perçue extérieure pour le client qui va être prêt à payer, en fait. Parce Ouais, que c'est clair. toi, tu peux avoir une rentabilité où il faut que tu aies un TJM très élevé. Si le client, la valeur perçue est nulle, bah, du coup, tu feras pas de vente. Et ça, c'est le fameux équilibre à trouver. Je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup de rentabilité mais pas de cette valeur perçue pour le client. Et au moins là, tu l'as testé, tu as des témoignages qui vont valider ça. Et je sais Ouais. que tu as aussi traqué ton temps, et ce qui fait que forcément, ça te permet d'analyser derrière les données. Alors que quand t'as pas de données, c'est un peu quand même du doigt mouillé, hein. Ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours fait depuis le début. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas trop. Mais ouais, traquer mon temps, des fois, ça met la pression et tout de se dire, putain, j'ai passé tout ce temps-là sur ça. Ouais, mais en même temps, ça permet de, comme tu dis, d'avoir du recul, d'analyser, de se dire, bon, bah, en fait, il faut que j'ajuste parce que je passe vraiment trop de temps sur ça, etc. Puis, comme tu dis, il y a ce côté valeur perçue. Moi, c'est le truc que j'ai toujours un peu du mal à quantifier, on va dire. Et à se dire, bon, bah, en fait, ok, la valeur perçue, c'est bien de savoir comment les gens y perçoivent ce que tu peux leur apporter, mais quelle valeur tu mets à ça, justement, Mm. c'est toujours le truc un peu difficile, quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de. Toi, j'ai toujours dit que j'étais spécialisée tourisme, etc. Mais là, vraiment le mettre
beaucoup plus en avant comme une expertise, entre guillemets, parce que je suis pas vraiment une experte non plus, mais c'est un terme un peu fort, quoi. Expert, ça veut dire pour moi que tu maîtrises vraiment le sujet de A à Z, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres rédacteurs web qui vont dire que leur sujet de prédilection, c'est le tourisme et le voyage, etc., juste parce que c'est un sujet passionnant et que c'est facile d'écrire sur du voyage, du tourisme, etc. Bah non, moi j'ai vraiment travaillé, j'ai vraiment étudié là-dedans, donc j'ai vraiment plus de recul, on va dire, que d'autres rédacteurs web qui rédigent pour ce sujet-là, quoi. Et puis il y a une compréhension marché aussi qui est différente parce que chaque marché a ses spécificités. Et moi, je sais que j'accompagne beaucoup dans les milieux de la création et du bien-être. Par contre, si c'est pour purement de l'industrie, je l'ai fait en agence parce que bah, c'était différent. Mais aujourd'hui, en fait, je me sentirais pas solo d'accompagner ce genre de secteur. Tout simplement parce que bah, je connais pas les tenants et les aboutissants. Et en plus, à partir du moment où on met les pieds dans de la stratégie, on va toucher quand même à des choses qui vont avoir des grosses influences budget pour nos clients, qui peuvent autant leur donner un gros coup de boost au niveau chiffre d'affaires que les couler. Et donc du coup, j'avoue, je prends vraiment des pincettes, ou des fois j'ai des clients, je leur dis, bah voilà, dans l'idée, en fait, j'ai les compétences pour vous accompagner, mais je suis pas à l'aise avec le secteur. Et donc du coup, Mm. je vais pas y aller, parce que en fait, je considère que le risque pour vous, il est trop élevé. Non, c'est clair. Moi, j'ai une copine qui bosse des fois pour des entreprises du BTP. Clairement, je pourrais pas, quoi. Je j'ai pas assez de recul et de connaissances là-dedans pour que ce soit naturel de, de rédiger des contenus pour ça, quoi. Et du coup, dans tout ce que là tu nous as raconté, c'est quoi un petit peu les outils justement ou les process, parce que ça n'a pas forcément besoin d'être des outils non plus, mais qui vraiment t'aident au quotidien justement à mettre tout ça en place, parce que on sait que bah, justement toute cette partie qu'on passe sur notre business, le but c'est de structurer les choses en fait. Moi, j'utilise beaucoup Notion de base. Team Notion, tu sais. Tu le sais puisque tu as travaillé sur mon CRM notamment. C'est vrai, je Euh, euh, Qu'est-ce que j'utilise d'autre comme outil? Bah, j'utilise beaucoup la suite Google, clairement. De toute façon, moi, je rédige tous mes contenus sur Google Docs. Je trouve que c'est tellement plus pratique que d'utiliser Word, par exemple, pour avoir les retours de mes clients notamment, qui peuvent du coup directement commenter les contenus que j'ai rédigés plutôt que de me faire des retours par mail ou quoi. Ça permet vraiment de centraliser. Qu'est-ce que j'utilise d'autre comme outil au quotidien? Ah, je dirais que c'est vraiment les deux principaux. Pour traquer vois. mon temps, bah, tu sais, on parlait du tracking de temps. Moi, j'utilise Clockify, mais en vrai, n'importe quel outil de tracking pourrait faire le job, hein, clairement. Euh, J'utilise Freebie pour ma compta et mon admin. La base, on les aime. C'est bien de voir que t'as pas une stack d'outils hyper importante, ça montre aussi que bah, on peut aller à l'essentiel. J'avoue, Ouais, moi, je suis assez team outils, je teste plein de trucs et je fais beaucoup très souvent du tri parce que sinon trop d'outils. J'essaie justement de regrouper et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je te posais la question sur les outils, parce que rédactrice web, bah, typiquement, tu as beaucoup d'échanges clients et donc là, le fait de choisir des solutions en ligne fait que justement les gens vont te mettre des commentaires directement dans les documents plutôt que les allers-retours. Je me rappelle, même c'était il y a un peu plus de 4 ans en arrière quand j'étais en agence, souvent on envoyait des PDF. Et donc pour les retours, c'était pas là. Donc là, aujourd'hui, on a des solutions qui font que niveau de l'expérience client et même niveau de notre confort à nous, ça change ouais. tout. Et c'est tout bête. Et en plus, les Google Pages et les Google Sheets, ça existait. Mais en fait, dans le format agence, c'est pas un truc qu'on utilisait. Mais même dans le format version salarié, en fait, tu vois, genre, je trouve que la différence entre salarié et freelance dans l'utilisation des outils et de la gestion du business et de la gestion de projet, etc., elle est tellement différente. Enfin, vraiment, en fait, tu regardes que dans les agences, enfin, dans les entreprises, en salariat et tout, t'as l'impression que c'est tellement des fonctionnements archaïques, c'est ouf, quoi. Mais là, je te parlais des outils plus de business, mais après, j'ai pas mal d'outils aussi plus liés à mon métier, du coup, qui vont pas forcément parler aux gens, mais j'utilise pas mal d'outils. Tu vois, on parlait de l'IA, moi, j'utilise Claude comme toi, parfois ChatGPT, mais j'alterne entre les deux.
C'est vrai que j'utilise plus Claude depuis 2 3 mois parce que j'ai l'impression qu'en termes de texte, c'est un peu plus qualitatif. Après, j'en parlais tout à l'heure, Antidote, qui est un très bon outil de correction, qui m'aide à checker pas mal de trucs, notamment dans les répétitions, le style, les phrases trop longues, etc. J'utilise one.fr qui permet de trouver un peu le champ lexical à utiliser pour tel ou tel mot-clé. Et en recherche de mots-clés, j'utilise 2 outils en ce moment, c'est Ubersuggest et Rank Explorer. Donc, tu vois, j'utilise quand même pas mal d'outils, mais plus par rapport à mon métier. Mais dans ma gestion d'entreprise, j'utilise très peu d'outils parce que, au final, comme tu dis, je préfère aller à l'essentiel et parce qu'à un moment donné, on n'a pas non plus des milliers des cents à dépenser dans des outils, je trouve, même s'il y en a plein qui sont gratuits. Mais c'est quand même. Enfin, toi, genre, le problème, c'est que s'il y a trop d'outils, après, tu te perds et tu perds trop de Ouais. temps à utiliser des outils. Et enfin, c'est bien d'aller au plus simple aussi pour pas perdre de temps, quoi. Ah bah, là-dessus, je te comprends totalement. Et moi, c'est pour ça que souvent, j'explore des outils, mais je vais en explorer un par un plutôt que plusieurs en même temps. Et je vais me dire, ok, si je vais l'explorer, c'est parce que justement, je me pose la question, que ça me facilite la vie. Après, il y a toujours les questions de migration. Mais là, typiquement, et je sais que ça a surpris ma communauté, c'est que je suis en train de migrer de Notion vers Dubsado pour une grosse partie de mon business. Tout simplement parce qu'avec la communauté, j'ai le CRM de la communauté qui est relié à Circle. Et donc là, pour le suivi de mes clients, en fait, j'arrivais plus à gérer sur Notion. Il y a Mm. trop d'éparpillement. Et là, ça me permet d'avoir des systèmes automatisés derrière. Mais c'est des choses qui viennent avec le temps. Et du coup, bien choisir ces outils. Comme tu dis, en fait, en agence, je trouve, ou même dans les entreprises globalement, il y a ouais, ce côté archaïque où ils aiment pas changer. Et moi, ça me rendait dingue. Il y a des trucs, j'étais en mode, mais vous voyez bien que ça fonctionne pas. On change pas, en fait. Oui, mais on a l'habitude. Oui, mais on a l'habitude d'un truc qui marche pas. Mm. Genre, il y a des trucs, on n'a pas les infos qui passent, on sait pas qui doit faire quoi. Genre, on avait tous des emplois du temps séparés et tout pour répartir les tâches. Il n'y avait pas de planning centralisé, tu vois. Alors que nous, en fait, vu qu'on est solo, je trouve on est obligé d'optimiser. On n'a pas le choix Mm. parce qu'en fait, on est tout seul, on n'a que 24 heures et on passe pas 24 heures à travailler par jour. Donc, si déjà on en passe 8, c'est déjà énorme. C'est Donc, déjà énorme pour un freelance. Moi, je passe pas 8 heures par jour à travailler, c'est hyper compliqué. c'est ça. Là, je suis partie sur un peu ce qui se passait. Et encore en France, je sais même pas si c'est 8 heures. En Suisse, c'était 8. Mais du coup, tu es obligé d'optimiser, tu es obligé de réfléchir à chaque fois. Alors que bah, en entreprise, tu peux avoir des choses qui durent pendant des années. Et moi, je sais que quand je travaille avec des agences en tant que consultante externe, des fois, ça me rend dingue. Et du coup, je leur dis, alors, je vous propose cet espace-là. Je vais vous inviter dedans. Et on va faire ça ici, parce qu'en fait, les mails où vous savez même plus que vous m'avez répondu au précédent mail, c'est pas possible en fait, les gars. Mm. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai besoin de suivre un projet un peu plus conséquent, tu vois, genre en général, avec mes clients, je fonctionne juste avec Google Docs s'il y a juste 2 3 contenus, tu vois. Mais si par exemple, je travaille sur une refonte de site et qu'il y a pas mal de pages, bah, je vais mettre en place un outil de suivi du projet, tu vois. Et pour ça, pour le coup, je vais plus sur Trello Mm. parce qu'en fait, l'outil est très simple à utiliser. Enfin, tu as juste une page et basta. Déjà parce que bah, moi, j'utilise la version gratuite de Notion, donc du coup, je peux pas forcément inviter 12 milliards de personnes dessus. Et en plus, je maîtrise pas trop la partie partage entre ce qui est à moi et ce que je veux vraiment partager et tout. Et j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc, je préfère utiliser Trello. Ça fait un outil en plus, mais au moins, je sais que c'est simple à utiliser, même pour les clients qui connaissent pas et tout. Donc, tu vois, il suffit d'avoir un compte Google et basta. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai un suivi projet, j'utilise ça et ça fait tout à fait le job, tu vois. Enfin, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Mm. Mais ça, au moins, ça pallie à ces fameux mails perdus. Hum, Ça me rendait dingue parce que bah, des fois, en plus, t'avais quelqu'un qui reprenait le projet entre-temps, tu vois, et du coup, t'avais pas les mails, t'avais pas été mis en copie. Même, je le vois avec des clients où il y a d'autres prestataires sur le projet, et je suis là, je suis, mais genre, faites un truc commun, juste, parce que là, tout le monde y perd du temps. Et plutôt que de centraliser l'information et que chacun, moi je sais que mes clients, bah, quand ils ont des retours, je leur dis, bah voilà, en fait, tu vas venir valider que tu as fait la tâche. Et donc, du coup, à ce moment-là, moi, je vais venir travailler dessus, continuer, etc. Mais en fait, ça sert à rien
que si tu as une semaine pour faire la tâche, que tous les jours, je te demande, est-ce que tu as commencé à la faire? Genre, pour moi, il y a aussi le fait d'apprendre à tes clients à être autonomes. Mais pour leur apprendre à être autonome, bah, il faut qu'ils aient quelque chose qui leur donne confiance. Et moi, c'est aussi pour ça que là, je commence à quitter Notion pour mes accompagnements clients individuels. C'est parce que je me suis rendu compte que ça reste quand même compliqué. Pour moi, c'est hyper intuitif. Je clique là, 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 et j'ai tout qui se met en place. Mais Bien sûr. une cliente, l'autre jour, elle n'arrivait pas à mettre une image dans l'espace Notion, tu vois. Ouais. Et toi, genre, moi, je repense totalement même aux manières d'échanger avec les gens. Genre, moi, je sais que dans mon entreprise, avant, on était encore à s'envoyer des mails dès qu'on avait un truc à dire à quelqu'un, quoi. Tu vois? Et juste ça, déjà, tu te dis, mais waouh, il y a tellement d'entreprises pourtant qui fonctionnent avec genre Slack ou Teams ou autre. C'est quand même tellement plus simple d'avoir un outil conversationnel pour échanger plutôt que de s'envoyer un oui, j'ai fait tel truc par mail, quoi. Ou du coup, tu as 12 milliards de mails après, et après, on s'étonne que les boîtes, elles soient pleines et que tu puisses plus envoyer de mails. Ça, c'est un truc où tu dis. Tu sais, moi, à cette époque-là, j'étais en mode, bah ouais, normal, quoi. Et à cette époque-là, et maintenant, ça me paraît tellement euh, pas optimal comme manière de fonctionner, tu vois. Alors moi, je suis assez de la team anti-mail, hein. Franchement, c'est un truc que je déteste. D'ailleurs, il y a toujours des mails qui traînent dans ma boîte. Je traite les urgences, je traite vraiment les trucs importants, mais alors tous les trucs un peu random, faut pas compter sur moi pour y répondre. J'ai juste la flemme. Je déteste ça, les mails. Euh, la plupart de mes accompagnements, les gens ont mon WhatsApp. J'échange beaucoup par messages vocaux ou écrits sur WhatsApp. On a aussi Notion et là du coup sur Dubsado ça va être un petit peu différent où moi je vais travailler dans l'interface et les gens vont avoir par mail parce que j'ai beaucoup de gens qui aiment ça, le mail. Mais je trouve il y a, comme tu dis, en fait, une manière de repenser les choses. Et si à un moment j'arrive dans un gros projet, typiquement, j'aurais aucun souci à me dire, bah par exemple, pour ce projet-là, je vais créer un serveur Discord pour pouvoir faire le suivi. J'ai un client, un gros client pour le coup, on est une dizaine sur le projet à peu près. Il y a un Slack derrière. Il y a un Slack qui est prévu pour que, en fait, eux voient tout. Ils ont fait des salons à l'intérieur où les prestataires qui ont besoin de se croiser se croisent, ceux avec qui on n'a pas besoin d'avoir d'échanges pour pas avoir des fils trop longs. Ils ont tout structuré et ça, je trouve ça génial Ah parce oui, qu'en c'est trop bien. fait, ils ont une petite entreprise, mais derrière, il y a beaucoup de freelances qui gravitent. Et donc, du coup, si on était tous propulsés n'importe comment dedans, bah en fait, on n'arriverait pas à suivre. Et ça, je trouve, c'est vraiment des choses où tout le monde y gagne. Et en fait, les Oui. gens disent toujours plus tard. Les optimisations outils, les gens disent toujours plus tard. Alors que moi, j'aurais tendance à mettre ça quand même dans les trucs les prioritaires. Pareil, il y a des choses, tu perds du temps. Est-ce que tu peux pas prendre une heure pour l'automatiser ou trouver un nouveau process, etc. Et au moins comme ça, parce que si à chaque fois tu perds du temps, à chaque fois tu vas être saoulé et donc du coup tu vas pas le faire. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce côté très intuitif avec les outils, un peu comme toi, tu peux avoir, tu vois. Et du coup, bah, je suis plus de la team, s'il faut faire un nouvel outil. Tu vois, genre, quand il y a des nouveaux trucs qui sortent, je suis clairement pas la première à aller les tester. ChatGPT, j'ai mis hyper longtemps à m'y mettre, tu vois, parce que les nouveaux trucs. Alors, je dis pas que je veux pas changer, mais les nouveaux trucs, ça me fait toujours un peu peur, plus d'un point de vue perdre du temps à Mm. comprendre, etc. Enfin, moi, c'est ce côté-là qui est un peu rébarbatif pour moi, tu vois. Du coup, j'ai un peu du mal à tester des nouveaux outils régulièrement, tu vois. Je préfère que les autres ils testent, qu'ils te Et te disent c'est disent. bien, c'est pas bien, et après, je me dis, mais voilà. Alors que moi, je suis la fille qui est pas du tout patiente, donc dès qu'il y a un truc qui bloque, il faut que je trouve un système. Et justement, j'essaie d'utiliser le moins d'outils possible, de réduire petit à petit ma stack. Mais je vais être là en mode, ok, genre, ça fait 3 fois que je le refais. Et là, Dubsado, c'est venu de ça, c'est de me dire, ok, à chaque fois, je fais des propositions commerciales. Même si j'ai un template qui est préfet, il faut quand même que je remplisse certains trucs du template. Il faut quand même que j'envoie, etc. Ça me Mm. saoule, ça me prend. À chaque fois, c'est des trucs qui me prennent 4 5 minutes, hein. Rien que ça, rien que ça suffit à me dire, ok, genre, il faut que je trouve un système. Parce que du coup, c'est une charge mentale de penser que je dois le faire. Même si au final, c'est dans mon calendrier. Donc en vrai, j'ai pas besoin d'y penser, hein. J'ai juste un rappel. Mais je sais pas. Mm. Tu vois, Mais cette c'est courbe. aussi, je pense, c'est aussi parce que tu as cette logique ok, en fait, ça, c'est du temps perdu. Tu sais, réussir à capter qu'en fait, ça, c'est du temps perdu.
tu vois, et te dire, bon, en fait, il doit y avoir un moyen de l'optimiser, comment je peux faire, qu'est-ce qui existe, tu vois, genre, je trouve que c'est aussi une logique qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir, mais qui doit se travailler certainement aussi, tu vois, mais... pense que c'est une logique de dev. Je pense que ça vient Ouais, de mes années de développement. ouais, je pense que c'est ça, parce que mon mec qui est développeur, il est un peu comme ça aussi. Mais enfin, franchement, il y a tellement, tellement de points différents en fait que je trouve à optimiser. Et en effet, bah, en fait, quand on est solo, on a l'avantage aussi de faire nos choix. Tu vois, c'est ça Mm. aussi. On a parlé bah, de syndrome de l'imposteur, bah, de nos tarifs, de nos différentes prestations, etc. Mais en fait, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait qu'on ait le choix. Et c'est ça qui différencie, c'est que même si bah, des fois on va gagner moins ou on va gagner plus que ce qu'on gagnait avant, mais en tout cas, on va avoir le choix de nos modes de vie, on va avoir le choix de nos clients, on va avoir le choix de ce qu'on propose. Et ces choix-là, c'est autant un bénéfice qu'un désavantage, parce que bah, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans cette infinité de possibilités, il y a aussi cette inquiétude de se dire, ok, est-ce que j'ai pris le bon point, tu vois? Bah, c'est clair. Et moi, je suis une meuf hyper anxieuse, tu vois. Et clairement, des fois, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est compliqué de se dire, ouais, mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Est-ce que je devrais pas faire plutôt ça? Tu vois, et enfin, c'est vrai que quand tu dis tout ce qu'il y a à faire, même ne serait-ce que bah, les choix dans ta manière de te vendre, etc. euh, quelle est la bonne stratégie à adopter? Est-ce que les choix que je fais, c'est vraiment les choix que je fais pour moi en conscience et par stratégie ou parce que c'est ce que je vois que tout le monde fait, tu vois? Euh, c'est clair que cette notion de choix, elle est hyper. Des fois, elle peut mettre la pression en vrai, hein, de ouf, hein. Des fois, c'est bien de pas avoir à choisir. Des fois, je me dis, ce serait tellement bien de retourner au salariat juste pour pas avoir besoin de choisir, tu vois, genre, et juste se laisser bercer, se laisser mener, et, et c'est cool, quoi. Mais en même temps, cette liberté de choix, elle est quand même bien sur plein d'aspects par moment, hein. Donc, c'est toujours le truc de, bon, bah, en même temps, il y a toujours le revers de la médaille, quoi. Ah bah c'est toujours un risque et moi je sais que je suis très test and learn donc si j'ai une idée je la tourne pas 10 000 ans dans ma tête, je suis en mode ok on va tester sur le marché, ça accroche très vite, vas-y let's go, ça accroche pas, ça retourne au placard et tant pis. Par contre, du coup vu que dans ma boîte je prends des décisions très vite, sur tout ce qui est perso tu vois, je suis vraiment en mode je me laisse porter. Mm. Vraiment, genre, les activités du week-end et tout ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et la plupart du temps, je dis à mon mec qui est salarié, bah, t'as envie de faire quoi en fait? Parce que j'ai fait tellement de choix dans la semaine que mon Ouais. cerveau, et même le soir quand j'arrive en cuisine, j'ouvre le frigo et des fois je l'appelle en lui disant, mais bah, je fais tout ce que tu veux à manger, hein, y a pas de souci. Mais par contre, je veux pas avoir le choix à faire. Parce que, et c'est là où il y a l'histoire avec Zuckerberg, où il part toujours le même t-shirt pour avoir ce choix en moins à faire. Mhm. Et là, c'est potentiellement poussé à l'extrême, mais en fait, c'est un petit peu ça, nos vies. C'est que toute la journée, et à chaque fois que, par exemple, tu vas écrire un mail à un client, tu vas faire un choix, une réflexion dans comment tu vas lui répondre. Est-ce que s'il a une demande supplémentaire, tu l'acceptes ou pas? À quel prix? Quelles sont tes conditions? Quels sont tes délais? Et ça, tout le long de ta journée, en fait, parce que si tu traites en plus plusieurs clients dans la journée, que tu as d'autres décisions, que tu as de la compta, que tu fais par exemple un bilan et te dire, OK, pour le mois prochain, il faut que je gagne tant, bah forcément, en fait, la pression, comme tu dis, elle peut vite monter, quoi. Ouais, et moi, je vois clairement que ça a changé plein de choses dans mon quotidien. D'être freelance, tu vois. Dans mon quotidien perso, ça a changé plein de choses. Comme tu dis, moi, les vacances, avant, j'avais tendance à over-préparer, Mm. genre à me dire, ouais, je vais faire ça, 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 je me renseigne pour faire ça, ça, ça. Maintenant, j'ai tendance énormément à partir en mode les mains dans les poches. Genre vraiment, ah, on va là? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on sait pas, on verra sur place. Et du coup, tu perds un ou deux jours de tes vacances à te dire, bon, alors ça y est, je me suis posée, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, sur Alors, les je vacances. suis Je trop sais qu'aussi, tu vois, là-dessus. genre, j'adorais, au début où j'étais avec mon mec, j'adorais faire des albums. Chaque Mm. année, je faisais un album avec un peu tout ce qui s'était passé dans l'année et tout ça. Ça me prenait du temps de faire ça, vraiment beaucoup de temps. Depuis que je suis freelance, je ne le fais plus parce qu'en fait, je passe déjà tellement de temps sur mon ordinateur la semaine que je n'ai pas envie de passer du temps sur mon ordinateur le week-end pour faire ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est horrible. Tu te dis, c'est dommage parce que c'était chouette de faire ça. Et en fait, bah,
mais tu vois, je te dis, ça a impacté plein de trucs, tu vois, même le côté, comme tu dis, le côté cuisine. Avant, j'adorais le soir cuisiner. Bon, ça m'arrivait d'avoir la flamme, tu vois, mais j'adorais cuisiner le soir pour pouvoir. Enfin, tu sais, ça me détendait un peu, tu vois, le côté, vas-y, je prends le temps, je choisis mes petits ingrédients. Moi, j'adore cuisiner, donc voilà. Maintenant, cuisiner le soir en semaine, ça me gave. J'ai pas envie d'avoir cette perte de temps-là dans ma semaine et de me dire que, ben, en fait, du coup, à 18 19 heures, il faut que j'arrête de travailler pour faire à manger, tu vois. Donc, du coup, j'ai dû Moi, c'est trouver la une fin de autre la journée. organisation. Ouais, C'est moi, j'ai vraiment dû le truc trouver une hyper autre important. organisation. Ouais, c'est vraiment hyper important. Autant j'ai pas envie de choisir la recette, autant genre si je passe pas 1 heure le soir dans ma cuisine, je vais pas décompresser, je vais pas lâcher parce que bah en fait la plupart du temps en étant freelance, on a nos bureaux chez nous aussi. Ouais. Et donc forcément de trouver ce sas, moi c'est la cuisine, mais toi c'est sûrement autre chose, mais de trouver pour déconnecter. En plus ça dépend des horaires aussi, parce qu'on a chacun nos horaires, parce que bah on les choisit, mais du coup pareil, ça peut avoir des complexités sur notre vie perso, Mhm. parce que si on est plus créatif le soir ou le matin ou quoi, Bah, c'est ça. Moi, je suis pas trop du matin, donc j'ai tendance à travailler plutôt tard le matin, genre vers 10 heures, et j'ai tendance à prendre une assez grosse pause déjeuner. Donc c'est vrai que du coup, j'ai tendance à beaucoup déborder le soir, tu vois. Donc le fait d'avoir cette pression de me dire, il faut que j'arrête à telle heure le soir, Mm. j'aime pas. Donc c'est pour ça que j'aime bien ne pas avoir à cuisiner et de me dire, en fait, dès que j'ai fini de travailler, même si c'est à 21 heures, j'ai pas le temps de me faire à manger ou de réfléchir à ce que je vais manger. Il faut que j'ai un truc à réchauffer, tu vois, vraiment. Et le problème, c'est que genre pendant longtemps, bon là c'est un truc un peu perso que je vais raconter, mais pendant longtemps c'était source d'engueulade avec mon mec parce que du coup la semaine je prenais pas le temps de me poser pour faire à manger ou quoi, c'était tout le temps lui qui devait s'en occuper. Sauf que lui, déjà, de un, il aime pas particulièrement cuisiner, mais alors s'il doit le faire tous les jours, tout le temps, ça le saoulait, tu vois. Donc en fait, on a dû trouver un compromis. Et en fait, le compromis qu'on a trouvé, bah, c'est de faire du batch cooking le week-end, parce que sinon, bah, j'arrive pas, moi, perso, à cuisiner la semaine et tout, tu vois. Donc du coup, on voit clairement la diff depuis qu'on fait ça. Tu vois, genre, on programme nos menus avant de faire les courses, pour faire les courses en conséquence du menu. Et après, on fait plusieurs repas à l'avance le week-end pour être sûr que dans la semaine, on a au moins 3 4 soirées où on est tranquille, tu vois. Et lui, ça le saoule de faire du batch cooking parce que ça l'énerve de perdre du temps dans son week-end à faire des tâches ménagères. Mais en même temps, il est bien content, la semaine comme moi, d'avoir ses soirées libres et de se dire, bon, en fait, on a juste à choisir qu'est-ce qu'on va réchauffer et basta, quoi. Ah mais c'est hyper intéressant de l'évoquer dans ce côté organisation parce que ça fait partie en fait de nos vies. Souvent on a tendance à dire vie perso, vie pro. Ouais mais en fait on a qu'une vie et les deux se mélangent et en plus en étant chez nous et en faisant nos choix, ça influence. Moi je sais que les courses typiquement ça me gave fois 10 000 et donc du coup j'y vais qu'une fois tous les 15 jours alors je peux te dire que ma liste elle est béton. Mm. Elle est vraiment prévue parce que après on a le marché, la boucherie et tout à côté, mais les courses au supermarché, j'y vais tous les 15 jours parce qu'il faut se taper du trajet et tout et que ça me saoule. Mais ça fait partie de nos vies aussi d'entrepreneurs parce que, par exemple, tu vois, si tu vas faire des rendez-vous médicaux ou quoi, tu vas pouvoir les faire n'importe quand dans ta semaine. Mais ce qui fait que potentiellement tu vas devoir te dire, bon bah, j'ai pris une demi-journée, oui, mais il faut que je la rattrape un soir ou il faut que je la rattrape le week-end, etc. Et donc du coup, cette liberté je trouve difficile de trouver cet équilibre et pour moi en fait l'équilibre vie pro, vie perso parfait, ça n'existe pas. Pour moi en fait c'est le de choisir ton déséquilibre du moment en fait. C'est de te Ouais, dire c'est ça. ok, en ce moment mon plus gros focus ça va être de développer cette offre-là. Ou en ce moment mon plus gros focus ça va être de préparer mes vacances parce que là j'ai besoin de décompresser. Mais en fait pour moi le 50-50 il n'existe jamais. Enfin ça fait plus de 4 ans que je suis à mon compte et j'ai jamais réussi à l'atteindre, hein. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et tu vois, genre, on parlait du temps de travail tout à l'heure. Je crois que en moyenne, ça doit être plus du coup, 7 heures 7 heures par jour, entre 7 et 8 heures, en fait, finalement, ça dépend. Et tu vois, quand j'étais salariée, je faisais 7 heures, ouais, 7 heures par jour ou 7h10, un truc comme ça. Et genre, moi, je me suis dit, du coup, je me suis un peu focus en mode, bah, en fait, en freelance, on doit faire 7 heures de travail, vu qu'en France, on fait 7 heures de travail, tu vois. Mais en fait, la vérité, c'est que quand tu regardes une journée dans l'entreprise, tu fais pas 7 heures pleines de travail. Tu as toujours des échanges, tu as la pause café, tu débordes sur ta pause déjeuner, enfin, tu vois. Et du coup, je réalise que moi, personnellement, je fais grosso modo en moyenne 5 heures de travail effectif par jour seulement. 6 si je suis en forme, 4 si ça va pas trop. Et donc, du coup, tu vois, ça m'a aussi bah,
le fait de voir ça, ça demande aussi de se dire, bon, bah, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire vraiment dans ta journée de travail? Parce que quand tu fais que 5 ou 6 heures, c'est quand même pas non plus énorme. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup culpabilisé. Ça me culpabilise encore beaucoup de faire aussi peu de temps de travail, surtout quand tu vois d'autres freelances se dire, moi, je fais 10 heures par jour, je me réveille à 5 heures, j'arrête de travailler à 20 heures. Tu te dis, bon, bah, en fait, moi, je travaille vraiment pas beaucoup, tu vois. Mais en même temps, bah, ouais, j'essaie de comparer à l'entreprise et de me dire, bah, en fait, effectivement, en entreprise, on travaille 7 heures par jour, mais au final, on fait pas 7 heures. Et tu vois, des fois, j'en discute avec mon mec qui, lui, est toujours en salarié. Et du coup, quand je lui dis, ouais, j'ai travaillé 5 heures aujourd'hui, il me dit, oh, c'est pas beaucoup. Je dis, ouais, mais en fait, toi, traque ton temps. Et tu verras, en fait, qu'au final, tu travailles pas 7 heures dans ta journée. Et la plupart du temps, il l'avait fait aussi plusieurs fois, du coup, de traquer son temps. Et ça lui arrive souvent de travailler que 5 ou 6 heures sur les 7 heures effectives, tu vois. Nous, c'était un Donc, gros quiproquo en agence, c'est qu'il y avait un tracking du temps comme ça, et que on devait faire 8 heures dans la journée, sauf que bah en fait on n'avait pas 8 heures de travail. Mais eux, ils voulaient qu'il y ait 8 heures de travail, sauf que c'est impossible en fait. Si t'es 8 heures dans les locaux, c'est pas 8 heures de boulot. Et donc du coup, on avait des bouts qui partaient sur des projets clients, parce que bah en fait tu pouvais pas avoir moins de 8 heures dans tes fiches. Ce qui n'avait pas de sens, hein. Et du coup, t'étais là, t'es bon, bah, on a parlé 5 minutes de tel projet client. Bon, bah, ça va partir pour le client. Et il y a ces trucs un petit peu illogiques. Et pareil, je trouve que même à notre compte, en fait, là, si tu traques véritablement, il y a les moments où tu vas regarder tes réseaux, regarder les messages, etc. que t'as. Il y a, tu vas répondre à tes SMS, tu vas. oui, au final, il y a plein de trucs que je traque pas dans ma journée et qui pourtant sont un peu du travail, tu vois. Donc il y a toutes ces micro-tâches, tu vois, sans passer énormément de temps sur les réseaux ou quoi, mais où en fait tu vas y passer du temps et ça s'inclut. Et moi je sais que dans mon temps, vraiment, j'ai 4 heures par jour dédiées à mes clients et globalement je bosse à peu près 8 heures. Les 4 autres heures, ça va être, bon, il va y avoir la partie administrative, factu, tout ça, mais bon, j'ai essayé de mettre un max de trucs automatisés pour en faire le moins possible. Salut la flemme, j'ai horreur de ça. Autant j'adore analyser, autant je déteste rentrer de la donnée. Mais par contre, je vais avoir tout le temps du temps pour expérimenter des choses. En ce moment, je suis à fond sur Midjourney parce que j'avais beaucoup de demandes autour de ça. Donc du coup, je suis à fond pour me former, pour tester, etc. Mais chaque jour, j'ai ce temps-là et je commence ma journée par ce moment de kiff, d'exploration. Et ensuite, je passe à mes clients. Mais je sais que, il y a plein de gens qui seraient là en mode «Oh, mais c'est catastrophique! Tu bosses pas assez pour tes clients!» Mais en fait, je trouve que plus tu avances dans le business, moins, entre guillemets, t'as d'heures clients parce que t'es plus posé, tu sais, connais plus tes process, tu sais plus ce qu'il y a à faire. Et donc, du coup, en fait, t'as plus de temps pour ton business. Mais je trouve que donner du temps à son business, c'est beaucoup plus dur au début. Parce qu'au début, justement, tu coules sous le travail, même si t'as pas beaucoup de choses en vrai. Tu Mm. connais tellement pas l'univers du freelancing que t'es Puis, sous l'eau de rien. et tu culpabilises beaucoup de pas faire des... Enfin, moi, je sais que, et encore maintenant, ça m'arrive, je culpabilise beaucoup de faire des tâches qui ne me rapportent pas directement de l'argent. Mm. Du coup, je procrastine les choses qui ne me rapportent pas directement de l'argent. Donc, ça veut dire tout ce qui n'est pas lié à une tâche client qui est payée. Des fois, je me dis, mais non, mais je peux pas, il faut que je fasse ça parce que ça va me rapporter de l'argent tout de suite, tu vois. Mm. Ah, moi, j'ai mis 2 ans à avoir ce switch. Et l'an dernier, j'ai exploré ça. Et là, maintenant, je suis plus à l'aise. Mais je pense, oui, ça vient avec le temps de se dire, OK, ça me fait pas gagner de l'argent directement. Mais en vrai, ça va m'en faire gagner plus qu'une presta client. Ouais, non, mais c'est clair. Et tu vois, la refonte de mon site, ça fait partie des choses où je l'ai beaucoup procrastiné parce qu'en vrai, ça fait genre 6 mois que je me dis qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et j'ai toujours pas vraiment commencé à le faire, quoi. Donc, mais c'est aussi parce que la partie technique, graphique me bloque un peu, ouais. Et du coup, là, ça y est, j'ai commencé à réfléchir un peu plus à la question et donc je vais pouvoir plus me projeter et me mettre en action, tu vois. Mais c'est aussi parce que finalement, ayant travaillé beaucoup sur des refontes de sites dernièrement, travailler sur ma refonte de site, ça me gave, tu vois. Et ça, c'est beaucoup, hein. Pour nous, il y a plein de choses qui nous gavent. Et moi, mes sites, il y a toujours des trucs qui manquent en mise à jour, hein, là-dessus. Mais tu Les vois, moi, il faut coordonnées les vraiment plus que je le mal fasse foutées. parce que j'ai pas fait de. Enfin, j'ai fait deux, trois petites mises à jour sur des pages ou un contenu par-ci, par-là, tu vois. Mais mon site, c'est le même depuis que je me suis lancée. Et clairement, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de présenter les choses, dans ma manière de présenter mon expertise, euh,
enfin, j'ai énormément évolué en 5 ans, donc il faut absolument que je retravaille mes contenus et que je retravaille bah, justement cette valeur perçue, comme tu disais, où enfin, tu vois clairement, enfin, mon site, tout le monde me dit, il est bien mon site et tout, mais moi je regarde et je me dis, mais en fait, ça représente pas forcément à 100% qui je suis et ce que je propose et ce que je peux apporter aux gens, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment de l'amélioration à faire de ce côté-là. Et puis ouais, sur le côté vraiment mise en avant de mon expertise, on y revient, tu vois, mais le côté vraiment mettre en avant mon expérience, mon expertise, les compétences que j'ai, cette spécialité, enfin, on voit que je suis spécifiée sur le tourisme et la gastronomie, mais on voit pas forcément comment et pourquoi, tu vois. Donc voilà, puis même mettre en avant le fait que j'ai travaillé avec plus de 30 clients depuis que je suis lancée, que j'ai rédigé, hier j'ai fait un calcul, j'ai rédigé plus de 600 contenus depuis que je suis lancée. Donc toi, mettre ce chiffre en avant, c'est quand même intéressant, quoi. Ah, mais c'est des chiffres qui sont super importants et où, en effet, bah, s'il n'y a pas de tracking, on les connaît pas. Mais, et c'est là où on se dit, waouh, j'en ai fait du trajet. Ouais, ça en fait des mots au kilomètre. C'est ça. Bah, du coup, on a hâte de découvrir ton futur site, de voir la refonte. Et je te propose de gentiment clôturer cet échange. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens en retiennent? Genre, si tu avais une phrase où tu as envie que les autres entrepreneurs se disent, OK, ça, c'est important. Ah, on a parlé de plein de trucs, donc c'est dur. Je dirais, ouais, ce côté choix dont on a parlé, qui est un peu à double tranchant. À la fois, on a le choix de tout faire et on a le choix dans tout, mais en même temps, il faut savoir faire les bons choix pour, euh, pour notre business et c'est pas toujours facile, mais c'est OK, j'ai envie de dire. Si les gens devaient retenir quelque chose, j'ai envie de dire que ce serait ça. Et T'en puis, penses quoi? je suis complètement d'accord avec toi et je rajouterais de pas hésiter de s'entourer aussi de Ah oui. communautés, mais aussi de business friends, etc. Moi, je sais que ça m'a vraiment débloqué de pouvoir en parler à d'autres, de pouvoir voir que j'étais pas seule et de pouvoir challenger ces idées-là parce que ça fourmille tout le Et temps dans la c'est tête. vrai que c'est marrant parce que, tu vois, ça fait 1 heure qu'on papote, on n'a absolument pas abordé ce point-là, alors que c'est quand même quelque chose, et tu le sais, qui fait pleinement partie de ma Ah vie ben, toi et les entrepreneuriale. communautés, c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai qu'on en a Moi, je même pas parlé. suis... Enfin, effectivement, l'entourage, pour moi, c'est quelque chose... l'entourage business, j'entends, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un truc que j'ai fait dès le début, de réussir à m'entourer euh, dans des communautés, effectivement, avec la communauté de Julia et Julie d'Identical and Feel, ou même avec ta pote freelance, ou même toi, avec avec la Moon Tribe, pendant un court instant. Peut-être que j'y reviendrai bientôt. Mais, euh, mais ouais, effectivement, je me suis beaucoup entourée de communautés et du coup, grâce à ces communautés, développer des relations un peu plus profondes et sincères et authentiques avec certaines business friends. Moi, c'est beaucoup des copines, du coup, c'est plus des femmes. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, avoir des personnes avec qui on peut échanger, se soutenir, partager les victoires, partager les doutes, partager les questionnements, échanger sur nos business, parce que moi j'ai beaucoup de copines qui sont rédactrices web et c'est hyper important pour bah, justement aussi se rassurer et partager ses doutes liés au métier, etc. Voilà, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui est hyper important. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé pendant tout cet échange, mais c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi, de ne pas me sentir seule et de bien m'entourer. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément au quotidien et je passe énormément de temps à papoter tous les jours avec mes copines et mes copines business et dans les communautés dans lesquelles je suis. Pour pas se sentir seul, parce que c'est vrai que finalement, quand on fait le choix d'être freelance, on en revient à ce choix, bah, on peut penser qu'on va être seul, mais c'est pas le cas. Il y a énormément de freelances qui sont dans la même situation que nous et qui recherchent aussi à s'entourer et, et voilà. Et c'est hyper important pour pas déprimer. Et moi, j'adorais justement quand j'étais salariée ce côté avoir des collègues et tout ça. Et du coup, j'ai réussi à le retrouver un peu ce sentiment grâce aux communautés dans lesquelles je suis et grâce aux relations que j'ai développées avec d'autres rédactrices web et d'autres métiers d'ailleurs, pas que des rédactrices web, mais avec d'autres copines dans le business, quoi. Et ça, franchement, c'est un des trucs qu'on sous-estime. Mais en plus, il y a plein de communautés. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas à aller explorer. Je vous mettrai en lien
Je vous mettrai en lien la Moon Tribe, mais n'hésitez pas aussi à aller en regarder d'autres. Le but, c'est de trouver celle qui vous correspond, de trouver vraiment votre propre entourage, mais vraiment, ça change la vie. Et du coup, pour conclure cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver, Solène? Je mettrai tous les liens en commentaire. Et du coup, j'ai mon site web, solène-bousmar.fr, qui sera bientôt, je l'espère, mis à neuf. J'ai effectivement un compte Instagram également. Et puis, il y a un compte LinkedIn. Je ne poste pas de contenu particulièrement parce que j'ai décidé d'arrêter de le faire pour l'instant. Mais par contre, je suis très active, soit en story, soit en DM. Donc, n'hésitez pas à me suivre et je pourrais tout à fait échanger avec vous. Merci beaucoup, Solène, pour cet épisode. Merci à toi.